Bonjour et bienvenue dans notre émission des lycéens apprentis sociologues, une émission réalisée par les élèves de première SES 4. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui le projet qui nous a permis de découvrir le métier de sociologue, en menant nous-mêmes une enquête sociologique. Nous avons enquêté sur les préjugés des adultes concernant la pratique des écrans des 15-18 ans, afin de vérifier s'ils sont conformes aux pratiques réelles des adolescents. Pour répondre à cette question, nous avons donc élaboré un questionnaire, devant suivre des règles précises, comme par exemple l'anonymat des participants, ou encore la neutralité des questions, c'est-à-dire que la question ne doit pas influencer la réponse. Pour obtenir des réponses, nous avons donc organisé une sortie à Chartres le jeudi 3 février 2022. Nous y avons interrogé des passants majeurs sur la façon dont ils se représentent l'usage des écrans des 15-18 ans. Un reportage réalisé par Clémence Collet, Maxime Moreau et Sacha Poulain. Le jeudi 3 février, à 10h, avec nos camarades de première SES 4 et nos professeurs, Mme Fournier et Mme Chagneux-Vasseur, nous sommes allés à Chartres, en bus, pour obtenir des données dans le cadre de notre enquête sociologique quantitative. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour interroger des passants majeurs. Nous leur avons posé une série de questions que nous avions élaborées au préalable en classe. Ainsi, nous avons pu recueillir les réponses des adultes sur la façon dont ils se représentent l'usage des écrans par les 15-18 ans. En arrivant au cœur de Chartres, dans la matinée, nous nous sommes divisés en deux groupes. L'un s'est dirigé vers la gare et l'autre vers le centre-ville pour ainsi avoir la possibilité d'interroger le maximum de personnes. Pendant environ 1 heure, chaque élève a pu aller à la rencontre des passants pour poser les différentes questions. Voici quelques retours de notre expérience. Elles ont très peur en fait. Non, pas moi. C'est moi qui vais les aborder en fait. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de monde là. Il y a pas beaucoup de monde. Bah, ça s'est bien passé. On a interrogé une personne à la SNCF et tout s'est bien passé. Ouais, il était très coopératif, très bien. On est tombé sur une personne extraordinaire, mais chaque question, il approfondissait à chaque fois. Ouais. Vraiment, il est anti-réseau, anti-jeux vidéo, tout ça. Et ça est parti en discussion un petit peu. En même temps de faire les questions, donc c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé. T'as aimé aussi? Bah ouais, c'était bien. Ouais. Cette nouvelle expérience a été très enrichissante pour chacun d'entre nous et nous avons pu faire passer une vingtaine de questionnaires pour notre projet. Les réponses ont ensuite été mises en commun avec celles de nos camarades apprentis sociologues d'une autre classe afin d'approcher d'un échantillon représentatif. À l'aide d'un second questionnaire, nous avons ensuite interrogé les lycéens sur leur pratique des écrans, mais cette fois-ci en ligne et via Pronote. Tout de suite un reportage de Paul Fleury et Anthea Griffon. Les jeunes passent trop de temps sur leur téléphone. Les jeunes sont déconnectés de la réalité. Les écrans ont un impact sur la scolarité des jeunes. Ce sont les préjugés des adultes en 2022. Mais ces préjugés sont-ils la réalité ? C'est au lycée Sylvia Montfort que notre classe de première spécialité SES a tenté de répondre à cette question. Pour cela, on a passé plusieurs heures à élaborer une enquête quantitative, c'est-à-dire 2 sondages, dont un pour les adultes et un autre pour les lycéens, postés sur le site du lycée. Plus de 300 élèves ont répondu au questionnaire. Voici les résultats par semaine. 22,6% des 15-18 ans passent plus de 4 heures sur les réseaux sociaux. 30,4% passent plus de 4 heures à jouer à des jeux en ligne. Et 15,3% passent plus de 4 heures à regarder des vidéos. Un grand merci à tous les lycéens qui ont participé et répondu au sondage. Les résultats de cette enquête vous seront divulgués tout à l'heure grâce à notre équipe de data journalistes chargée de collecter, analyser les données et de les mettre en forme visuellement. Nous vous laissons apprécier la suite de cette émission avec la compagnie de Lebihan Emma et Dan Rokaya. Bonjour! Un grand merci à Cassandre, Fanny et Marion de nous passer l'antenne. Nous allons maintenant prendre le relais pour vous présenter les résultats tant attendus de cette enquête. Nous sommes impatients de voir si nos parents ont raison de penser toutes ces choses concernant la pratique de nos écrans. Sommes-nous addicts, coupés du monde, irresponsables ? Emma, penses-tu que les résultats vont donner raison à nos parents ? C'est une bonne question. On va voir ça avec notre équipe de data journalistes. Regardons ensemble les résultats de l'enquête. Bonjour Kylian. Bonjour. Les jeunes de 15 à 18 ans comme nous passeraient beaucoup trop de temps sur les écrans d'après les adultes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet ? Alors,
J'ai travaillé sur les résultats des enquêtes concernant le temps passé sur les écrans. Qu'en pensent les adultes et est-ce que ça se vérifie dans les usages des lycéens? Alors, du côté des adultes, comme nos parents, mais aussi on a interrogé des plus âgés, un peu de toutes les tranches d'âge. 43% des adultes pensent que les ados de 15-18 ans passent plus de 2 heures par jour en regardant des vidéos, ou en jouant aux jeux vidéo, ou sur les réseaux sociaux, pendant le temps scolaire en semaine. Et 42% pensent que les ados passent plus de 4 heures. On a considéré que passer plus de 2 heures, voire 4 heures par jour en semaine en temps scolaire sur les écrans pose problème. Un peu plus de 30% des lycéens ne jouent jamais en ligne en période scolaire en semaine par jour. Contrairement aux idées reçues, un tiers déclarent ne pas jouer en semaine en période scolaire. 48% des lycéens regardent des vidéos pendant plus de 2 heures en moyenne par jour en semaine pendant le temps scolaire. Cela fait presque la moitié. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? 22% des lycéens sont connectés plus de 4 heures sur les réseaux sociaux en moyenne par jour. Cela fait presque un quart des lycéens. Et si on ajoute ceux qui y passent entre 2 heures et 4 heures, on a presque la moitié des lycéens qui passent plus de 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. Car cela montre que, effectivement, les lycéens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pour conclure, peut-on parler d'un usage excessif des lycéens concernant les écrans? C'est difficile à dire car nous n'avons pas posé une question concernant l'usage global des écrans. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut parler d'un usage excessif car sur les questions qui concernent un seul type d'écran, par exemple les réseaux sociaux, c'est la moitié qui y passe un temps excessif. Du coup, les préjugés des adultes concernant le temps réel des écrans des ados de 15-18 ans ne correspondent pas véritablement à leur pratique réelle. Très intéressant, merci Kylian. Hâte de voir ce qu'il en est des conséquences sur notre hygiène de vie. C'est maintenant au tour de Mathis de nous informer. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors, nous allons maintenant voir les conséquences sur l'hygiène de vie des 15-18 ans. Tout d'abord, commençons par voir ce que pensent les adultes. Nous leur avons posé la question suivante. À votre avis, les jeunes feraient-ils plus de sport s'ils ne passaient pas leur temps sur les écrans? Sur le graphique que vous voyez, nous voyons que plus de la moitié des adultes pensent qu'ils feraient plus de sport s'ils ne passaient pas leur temps sur les écrans, et seulement un quart de ces adultes pensent le contraire. Sur le graphique suivant, nous voyons encore une fois que plus de la majorité des adultes pensent le contraire, ce qui montre vraiment que les adultes ont un avis négatif sur ce sujet. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe du côté des jeunes. En ce qui concerne le sport, le temps d'écran et le sommeil, nous voyons une majorité, c'est-à-dire plus de 70% des 15-18 ans, qui pensent pouvoir gérer et qui pensent savoir gérer leur heure de coucher et leur temps de sommeil. 60% pensent que leur temps d'écran n'influence pas sur le temps de pratique sportive. Et parmi ces 60%, 39% en sont sûrs. Nous voyons donc que l'avis des adultes sur cette question ne correspond pas à la réalité. Mais qu'en est-il de la scolarité? Eh bien là, on voit que la moitié des adultes interrogés pensent qu'ils ne sont pas autant investis que ceux d'il y a 25 ans, alors que 40% des lycéens affirment que leur temps d'écran n'a aucun effet sur leur scolarité. Nous voyons donc que l'hygiène de vie et les écrans est un sujet qui divise adultes et lycéens. Merci Mathis. Et enfin, sommes-nous vraiment irresponsables face aux écrans? Nous allons voir ça tout de suite avec Paul. On a voulu vérifier si les adultes pensaient qu'on était irresponsables face aux écrans. On leur a donc demandé s'ils pensaient que l'on jouait à des jeux adaptés à notre âge. Et en effet, ils ont raison, car comme nous pouvons le voir, une grande majorité des jeunes ne jouent pas à des jeux adaptés. On s'est donc demandé si les jeunes pensaient avoir besoin de limites. Et comme nous pouvons le voir, la moitié des jeunes ne pensent ne pas en avoir besoin et seulement un jeune sur 10 pense qu'on devrait lui en imposer. Pour autant, les jeunes sont-ils totalement irresponsables? Eh bien non, car comme nous pouvons le voir, 80% des jeunes ne dépensent rien dans les jeux vidéo et seulement un très faible pourcentage d'entre eux dépensent plus de 50 € par mois. La majorité des jeunes n'est donc pas totalement irresponsable face aux écrans, contrairement à ce que peuvent penser les adultes. Car ces derniers s'interrogent sur la fiabilité du contenu qu'ils partagent et sur l'impact que cela pourrait avoir. Merci beaucoup à toute notre équipe de data journalistes qui a fait un gros travail pour mettre en forme tous les résultats de l'enquête. Je crois d'ailleurs qu'ils se sont bien amusés à manipuler le logiciel. Nous avons pour la première fois entendu parler du sociologue Stéphane Beau dans notre cours de SES. Il s'agissait de montrer qu'au sein d'une même famille, la socialisation peut être différente. Et le 25 mars, Monsieur Beau est venu nous rencontrer au lycée. Tout de suite, le reportage de cette venue spéciale, réalisé par notre équipe de journalistes,
Candice, Charline, Maëna et une interview exclusive de Monsieur Beau réalisée par Césarine, Coralie et Evan. Le vendredi 25 mars 2022, le lycée Sylvia Montfort a reçu Stéphane Beau, sociologue et auteur de nombreux livres, dont La France des Bellumi. Dans cet ouvrage, il nous raconte l'histoire d'une famille immigrée algérienne ordinaire dans le but de montrer la réalité des familles algériennes venues en France, une réalité bien loin des préjugés. Ce livre est en lien avec le chapitre de sociologie du programme de première sur les configurations familiales. Stéphane Beau est donc venu pour nous parler de son parcours et du travail d'enquête mené avec la famille Bellumi. Une cinquantaine d'élèves de première ont pu assister à cette conférence. Stéphane Beau a commencé par nous expliquer son parcours. Il a étudié l'économie à l'université pour passer le concours de sciences politiques. Il est actuellement professeur de sociologie politique à l'université Sciences Politiques Lille. Après nous avoir raconté la façon dont il a fait la rencontre des trois sœurs Bellumi et comment cette enquête a débuté, Stéphane Beau nous a expliqué l'origine historique de l'émigration algérienne suite à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Lors de la présentation de la famille Bellumi, plus précisément des 8 enfants, Stéphane Beau a comparé les résultats scolaires de ces enfants et leur rapport à l'école, a précisé leur parcours professionnel et leur positionnement très différents dans les domaines politiques et religieux. Une fois la conférence terminée, les élèves ont pu poser leurs questions à Stéphane Beau sur son métier ainsi que sur son livre. Enfin, chacun a pu exprimer son avis suite à la conférence en complétant un questionnaire. Tout au long de la conférence, les élèves ont été très attentifs. Ils semblent avoir apprécié cette rencontre. J'ai trouvé que tout était assez intéressant et il arrivait à capter l'attention avec les anecdotes qu'il arrivait à placer aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence ? J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant de pouvoir découvrir une enquête menée par un sociologue. Et effectivement, comme il l'a dit, il s'intéresse à ce que les médias ne disent pas. J'ai trouvé ça très enrichissant, surtout pour en savoir davantage sur le parcours de Samira. J'ai trouvé ça vraiment touchant également. Ça a été une très belle expérience. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué ou non ? Je dirais le moment où le sociologue explique que Samira aime beaucoup l'école et que ses enseignantes lui ont beaucoup apporté. Je trouve ça vraiment très touchant et très juste. Il racontait tout ce qu'il a vécu pendant son enquête et notamment quand Lilian a posé la question les difficultés qu'il a pu rencontrer, j'ai trouvé ça cool qu'il argumente. C'était cool. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Stéphane Beau, sociologue et professeur de sociologie politique à Sciences Po Lille. Stéphane Beau, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. En 2018, vous publiez La France des Bellumi, qui retrace le destin des enfants d'une famille algérienne installée en France depuis 1977. Après avoir publié votre livre, avez-vous le sentiment d'avoir changé le regard d'une partie de la société sur les familles immigrées ? D'abord, merci pour l'invitation, merci pour la question. Je pourrais que rêver d'avoir cet impact-là. Mais voilà, les sociologues, nous écrivons des livres, nous faisons des enquêtes, nous espérons effectivement essayer de faire bouger un peu les lignes, comme on dit, notamment cette question très médiatique, très souvent maltraitée, parce que c'est une actualité chaude, cette question des destins des enfants d'immigrés algériens. Donc je ne pense pas du tout à cette prétention-là. Le but, c'est effectivement d'essayer d'apporter quelque chose, mais c'est plus la question de qu'est-ce qu'on fait des travaux des sociologues. Donc il y a eu un livre. Là, de ce livre, je fais des conférences dans les lycées, comme aujourd'hui à Chartres. Il y a eu une pièce de théâtre, Passeport pour la liberté, qui a été tirée du livre, qui circule. Il y a déjà 40 représentations dans les lycées, donc ça c'est pas mal. Mais le nerf de la guerre, c'est bien sûr les médias, les grands médias, ceux qui ont le plus de poids sur la fabrication, on va dire, de l'opinion collective. Donc c'est pas notre vocation, on pourrait dire. Mais on peut dire, voilà, pour pas non plus minimiser notre rôle, peut-être que voilà, ce livre-là, comme d'autres de mes collègues, les travaux de Sayad et beaucoup d'autres aussi, peuvent permettre à certains, non seulement les enseignants, mais les éducateurs et un tas de on va dire, intermédiaires culturels, de se saisir de nos productions pour porter la bonne parole ici ou là. Mais bon, voilà, ce livre-là n'empêchera pas les gens qui veulent voter Zemmour de voter Zemmour. Lors de vos interventions pour présenter votre ouvrage, vous avez reçu des réactions positives de la part de jeunes qui se reconnaissaient dans votre livre, mais avez-vous eu des retours aussi négatifs ? Oui,
Très bonne question. Oui, en fait, globalement, la plupart des enfants d'immigrés qui ont lu le livre ou qui ont écouté les conférences se retrouvent dans ce livre parce que ça les libère d'une certaine manière. Voilà, on se sent un peu compris, quoi. C'est un peu ce qu'ils me disent dans les questionnaires que je fais passer. Mais effectivement, c'est pour ça que je fais passer un questionnaire, parce que dans les questionnaires, il y a tous les élèves, là je pense des lycéens, donc qui ont 16-18 ans, qui ne sont pas d'accord avec ce que je peux raconter parce que ça heurte leurs convictions politiques ou leurs préjugés, qui, voilà, parfois ils glissent des petites choses intéressantes. Donc ce que j'ai souvent remarqué, l'expression qui revenait souvent, c'est manque d'objectivité politique, manque d'objectivité. Et voilà, donc ils me disent ça, bon, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant qu'ils voient qu'effectivement, j'ai eu à Poitiers un élève qui était Front National Jeunesse, qui m'a dit, voilà, qui m'a écrit un long discours en disant votre topo, c'est typique des sociologues gauchistes. Voilà, mais c'est normal que les travaux des sociologues, c'est normal qu'ils suscitent des résistances. Il y a à la fois des gens qui vont adhérer, parce que ça renvoie, bon, ça correspond entièrement à ce qu'ils ont vécu, on va dire, et puis ceux qui ne connaissent pas, ou ceux et celles qui ne connaissent pas, et qui ont des points de vue politiques déjà bien constitués, ils ne peuvent pas entrer dans notre logique de compréhension. Surtout sur ces questions-là, il y a derrière tout ça, il y a toute l'histoire très lourde, très compliquée des 60 ans de France-Algérie. On célèbre aujourd'hui, comme vous le savez, les 60 ans de la fin de la guerre d'indépendance. On célèbre l'indépendance algérienne qui s'est faite, comme vous le savez, dans des conditions terribles, et dramatiques, tant pour les Algériens que pour les pieds noirs qui ont dû, comme vous le savez, quitter précipitamment leur terre natale. Hein. Si Zemmour est si impliqué dans ces questions-là, c'est parce que ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont tous nés et ont grandi en Algérie et sont enterrés en Algérie. Parce que les Juifs algériens, ils sont en Algérie depuis des siècles et des siècles. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience avec la famille Belloumi? Alors, ce qui m'a le plus marqué, peut-être, c'était oui, c'est une rencontre, on va dire. C'est qu'en fait, ils sont 8 enfants. Je ne parle pas trop des parents, mais les 8 enfants ont tous une personnalité singulière. Ils sont tous intéressants, sympathiques. On a vraiment envie de les connaître mieux, quoi. Donc moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que voilà, j'ai fait une belle rencontre avec une famille unie, et puis surtout des gens très singuliers, très attachants, et qui ont aussi une réflexion sur eux-mêmes et sur la vie qui est très original. Donc c'est comme toujours quand on fait de la sociologie, bon, comme vous savez, on peut faire des statistiques en sociologie, on peut faire de l'histoire, mais on peut faire aussi ce que je fais de l'enquête de terrain. Donc l'intérêt de l'enquête de terrain, c'est qu'effectivement, comme disent les élèves, une expression qui n'est pas bonne, mais qui rend bien compte de ce qu'ils voient, c'est voilà, on traite de l'humain. On est sur de l'humain, comme on dit. Donc effectivement, donc c'est forcément, il y a des affects, il y a des centres d'intérêt proches, il y a des voilà. Donc ce qui m'a marqué, c'est effectivement la chaleur de cette famille, quoi. Envisagez-vous de mener un nouveau projet au sein d'une famille avec un profil différent? Et on m'a posé souvent cette question quand j'étais dans l'Est, les Marocains. Et en fait, là, j'ai passé l'âge, entre guillemets, parce que j'ai 63 ans, donc je ne peux pas enquêter comme ça toute ma vie, mais j'ai une thésarde à Poitiers qui fait un travail plus approfondi que moi sur les familles d'origine africaine, notamment malienne. Et je pense que son travail de thèse sera un très beau travail. Donc là aussi, c'est aussi notre rôle à l'université. On espère susciter, sinon des vocations, du moins des travaux qui prolongent les nôtres, quoi. Donc là, et j'ai aussi travaillé, quand j'étais à l'ENS, j'avais une étudiante chinoise de Pékin qui est bilingue, qui a travaillé sur les familles chinoises face à l'école. Donc voilà, ça c'est plutôt dans mon rôle d'enseignant. Les futures enquêtes, je ne sais pas encore ce que je suis un peu en stand-by pour l'instant. Et justement, en plus d'être professeur, vous êtes sociologue. Nous avons vu que pendant votre jeunesse, vos parents vous ont orienté vers une filière scientifique alors que vous auriez préféré une filière économique ou plutôt philosophique. Comment avez-vous vécu cela ? En fait, c'est juste et pas entièrement juste ce que vous dites, c'est que c'est moi qui me suis mal exprimé dans les textes. C'est qu'en fait, c'est moi qui choisis malgré tout. C'est-à-dire que j'ai pas su m'opposer à mes parents, parce que vous savez tous, quand on a 15-16 ans, bon, il se trouve que j'étais pas brillant en maths, mais ça allait, et qu'à l'époque, il fallait faire un bac C, 9 heures de maths, 6 heures de physique, 2 de mes oncles soient ingénieurs, il y aurait une bosse des maths dans la famille du côté de ma mère, où moi j'étais au lycée pas très travailleur, j'étais un peu, je me cherchais, on va dire, je faisais beaucoup de foot encore, etc. Donc c'est au moment du lycée que j'ai commencé à m'intellectualiser
j'ai commencé à lire Le Monde, Le Nouvel Obs, etc. Et donc là, je me suis dit, mais non, la vie, c'est pas que le foot. Mais c'était trop tard, entre guillemets. Donc j'ai dû faire avec ces études qui m'ont pas marqué, sauf en terminale, effectivement, un prof de philo et un prof d'histoire, un très grand prof d'histoire, qui m'ont d'ailleurs fait hésiter, parce qu'au fond de moi-même, ce qui m'intéressait, et aujourd'hui encore, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire. D'accord. Et je regrette juste ça, parce que je pense que j'aurais pu faire de l'histoire. Mais bon, je suis sociologue. Et aujourd'hui, après les études que vous avez faites, quels sont les débouchés possibles vous parlez de quel type d'études que vous avez faites, vous? Mais ça, c'est déjà un peu ancien. Donc c'était... non, voilà, les débouchés des sciences sociales, on va dire. Bon, moi, j'ai fait de l'éco, après j'ai fait Sciences Po. Donc là, les débouchés sont très différents. À Sciences Po, comme vous le savez sans doute, on achète un diplôme qui s'appelle Sciences Po, qui opère comme un signal. Et donc, voilà, quand vous sortez de Sciences Po Lille, ou de Rennes, ou de Lyon, ou de Bretagne, voilà, vous avez un diplôme et les entreprises viennent vous chercher quasiment à la fin de l'école. Hein. Donc, quelle que soit votre spécialité, donc ça, c'est un peu différent. C'est aussi pour ça que j'avais fait ça. Mais si on prend l'exemple des sciences sociales, moi, je dis toujours... mon maître mot, c'est de dire aux étudiants, aux lycéens d'abord, et aux étudiants ensuite, que l'essentiel, c'est de trouver sa voie. C'est de trouver ce qui vraiment... vous mobilise, voilà, qu'est-ce qui parle en vous. Et donc une fois qu'on fait des études sur des thèmes qui nous intéressent en profondeur, voilà, on dit même plus qu'on travaille, quoi, parce qu'on naturellement on travaille. C'est pas une souffrance, c'est pas un effort, c'est par appétence, voilà. Et donc les études, moi, dès que je suis arrivé à la fac, j'ai fait un peu de maths en économie, mais je lisais de l'économie, je lisais de l'histoire, je lisais du droit, voilà, j'étais tout le temps à la bibliothèque universitaire, tout me paraissait intéressant. Et donc, j'étais pas du tout un fêtard. Voilà, je bossais, quoi, ça m'intéressait. Et j'ai passé des belles années universitaires, parce que voilà, c'était une chance bénie d'avoir entre 18 et 24 ans du temps pour lire, comprendre. Et puis après, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie, quoi, et qui vous permet, là en ce moment, par exemple, avec la guerre en Ukraine, je passe mon temps, parce que j'ai la chance d'être universitaire, je travaille pas en ce moment, je travaille l'histoire de l'Ukraine, quoi, parce que je voudrais comprendre ce qui se passe en Russie, en URSS, parce que c'est quand même fondamental de comprendre le renouveau terrible de la guerre en Europe. C'est quand même pas un micro-événement, quoi. Oui. Et aujourd'hui, qui est susceptible d'embaucher des sociologues? Alors, c'est justement très... il y a différents types de débouchés. Il y a des débouchés naturels des meilleurs élèves, on pourrait dire, c'est faire une thèse et être ensuite chercheur au CNRS, à l'INED ou... comme moi, enseignant-chercheur à l'université ou à Sciences Po. Donc ça, c'est, on peut dire, le haut du panier, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants. Ouais, les meilleurs au sens où ils bossent, quoi, en général. Et puis après, il y a... mais les autres aussi peuvent être bons. Et après, on peut travailler comme sociologue dans des entreprises privées, ça existe. On peut travailler aussi comme sociologue dans des institutions publiques, dans les conseils généraux, conseils régionaux. La seule chose qu'il faut peut-être dire par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a un peu un bagage, non pas statistique, mais d'enquête quantitative, on est très demandé. En fait, beaucoup de collectivités territoriales demandent des expertises. Bon, là, tout à l'heure, je parlais avec le proviseur d'un lycée de Chartres, et je lui disais, il me racontait les effets du Covid dans son lycée, qui est un grand lycée. Et voilà, à peu près 10% des élèves qui ont été vraiment durement impactés par le Covid, qui ont des séquelles psychologiques, etc. Donc, je dis, voilà, l'éducation nationale devrait embaucher, faire des petites enquêtes sociologiques sur voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant. Et comment avez-vous su que vous vouliez devenir sociologue? Alors, je l'ai su très tardivement, parce que comme je l'ai dit, dans ma famille, ce mot-là était inconnu, je pourrais dire, et que c'était, comme on le sait, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des disciplines, la philosophie tout en haut, l'histoire, la géographie, la psychologie, et la sociologie, pour des raisons historiques, occupe le bas des disciplines. Donc, dans ma famille, voilà, pour vous donner une anecdote frappante, quand on était avec mon frère jumeau qui est prof de droit, lui, on avait une amie en terminale qui était pas, voilà, qui était un peu particulière, on va dire. Et mon frère est un blagueur, et donc un jour on la croise par hasard au train à la gare de Sens, et on allait tous les deux à Dijon, moi en économie et lui en droit, et elle nous demande alors les jumeaux, qu'est-ce que vous faites, etc. Et mon frère dit moi je fais psycho et Stéphane fait sociaux, en blaguant.
parce qu'il aimait bien la foutre en boîte. Parce que voilà, pour lui, c'était à 19 ans, le bas du bas, c'était psycho et sociaux. Donc ça explique un peu. Et à quoi ressemble une journée type ou une Alors, il n'y a pas de journée type, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est, comme moi, enseignant-chercheur, on a une partie de notre activité, c'est l'enseignement, mais on a la chance d'avoir pas beaucoup d'heures. Donc moi, c'est le lundi et le mardi, et c'est le semestre que le lundi. Et après le lundi, voilà, j'ai 4 jours devant moi. Le week-end, je travaille aussi de temps en temps. Et donc, j'organise ma semaine comme je veux. Alors, il se trouve que moi, comme je suis en fin de carrière, j'ai pas d'activité administrative, je suis protégé de tout ça. Voilà, j'ai de la chance, on va dire. Et donc, j'organise ma journée. J'ai pas mal au moins 2 heures par jour de mails en tout genre. On a beaucoup de. Hier, j'ai écrit 3 lettres de recommandation à des étudiants de Sciences Po qui veulent étudier à l'étranger. J'ai lu un projet de thèse. Puis voilà, et j'essaie d'organiser mon agenda pour avoir des journées où j'ai que de temps pour moi, où soit je lis des textes, des livres ou des articles, soit je suis en train de... Là, j'ai écrit un article, donc j'écris des articles, donc je suis à la maison et je travaille sur mes articles. D'accord. Ou sur mes livres. Ouais. Ce qui fait que ma femme peut dire, il ne fait rien. Ça faudra couper. Parce qu'elle est prof de SES, et pendant ce temps-là, elle corrige des copies. Et moi, elle me voit tout le temps en train de lire, d'avoir une vie de coq en pâte. Et dans votre métier de sociologue, quelle est la chose que vous préfériez ? C'est l'enquête. Voilà, moi j'ai découvert ça. J'adore faire ces enquêtes, rencontrer d'autres personnes. Même voilà, et on fait des découvertes et puis on a une espèce d'excitation, de surprise, de découverte. On ne sait pas au départ quand on fait une enquête, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Par exemple là, je disais l'enquête sur le Covid. J'adorerais avoir une enquête avec mes étudiants et faire une enquête approfondie pour savoir dans quel type de famille, quels sont les élèves qui ont été les plus durement touchés psychologiquement, on va dire, par le Covid. On a un tas d'hypothèses, mais tant qu'on n'a pas vu les personnes, on n'a pas compris des choses. Donc il y a quand même un effet de découverte impondérable, si on peut dire, quand on fait des enquêtes. Donc c'est aussi ça il y a un côté jeu de piste, oui, ou enquête policière, quoi. Et auriez-vous des conseils à donner à un jeune qui envisage cette carrière ? Le conseil principal, c'est, d'abord, c'est basique, mais il faut toujours le dire, on ne réussit rien si on ne travaille pas. Donc c'est le principe de base. Il n'y a que le travail qui compte. C'est comme dans le sport de haut niveau. Le travail. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est, quand on est sociologue ou en sciences sociales, c'est ne pas être monodisciplinaire, c'est-à-dire que c'est s'ouvrir aux autres disciplines. Quand on est sociologue, on doit être un peu historien, on doit être un peu économiste, on doit être un peu juriste, on doit lire le journal tous les jours. Moi, je lis Le Monde, Libé, je lis parfois Mediapart, je lis beaucoup de journaux. Je m'intéresse à l'actualité sociale et politique. Je passe au moins une heure par jour à lire la presse. Et une fois qu'on a cet acquis-là, après, ça vous donne des armes justement pour pouvoir poser des bonnes questions, ou pouvoir, pas seulement le terme poser des bonnes questions, mais pouvoir trouver des bons sujets. Voilà, donc moi chaque année, malheureusement c'est difficile, mais je donne des sujets à mes étudiants de Master 1, mais en général ils ne prennent pas parce qu'ils ont 20 ans et ils pensent que ce que dit le prof c'est des conneries, ou ils sont accrochés à leur sujet, le genre, la race, les LGBT, c'est leur truc à eux, mais je leur fais, j'essaie de leur montrer qu'on peut travailler sur autre chose. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Beau et merci de votre écoute. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission des lycéens apprentis sociologues. Un grand merci à toute la classe de SES 4 et à ses professeurs d'avoir finalisé cette enquête sociologique, ainsi qu'à Stéphane Beau qui a gentiment accepté de nous rencontrer. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée et à bientôt. Are you listening? Pour obtenir des réponses. Le début était super, hein. Un reportage réalisé par Clémence Collet. Putain, c'était bien. Maxime Moreau et Sacha Poulain. Pourquoi vous êtes pété de rire? Et c'est la fin de ce journal des lycées apprentis sociologues.
je peux? Ah oui. Nous voyons donc que la vie. Non.